Durant les semaines qui suivirent, Robinson explora l'île méthodiquement et tâcha de repérer les sources et les abris naturels, les meilleurs emplacements pour la pêche, les coins à noix de coco, à ananas et à choux palmistes. Il établit son dépôt général dans la grotte qui s'ouvrait dans le massif rocheux du centre de l'île. Il y transporta tout ce qu'il put arracher à l'épave qui avait résisté par chance aux tempêtes des mois précédents. Après avoir entreposé les 40 tonneaux de poudre noire au plus profond de la grotte, il y rangea 3 coffres de vêtements, 5 sacs de céréales, 2 corbeilles de vaisselle et d'argenterie, plusieurs caisses d'objets hétéroclites, chandeliers, éperons, bijoux, loupes, lunettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer, une malle de matériel de navigation, câbles, poulies, fanaux, lignes, flotteurs, etc. Enfin, un coffret de pièces d'or et de monnaie, d'argent et de cuivre. Les livres qu'il trouva dans les cabines de l'épave avaient tellement été lavés par l'eau de mer et la pluie que le texte imprimé en était effacé. Mais Robinson pensa qu'en faisant sécher ces pages blanches au soleil, il pourrait les utiliser pour écrire son journal, à condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d'encre. Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors près de la falaise du Levant, le diodon ou poisson hérisson. C'est un animal redoutable avec sa mâchoire puissante et les piquants venimeux qui hérissent son corps. En cas de danger, il se gonfle d'air et devient rond comme une boule. Et, comme tout cet air est accumulé dans son ventre, il flotte alors sur le dos sans paraître gêné par cette posture. En remuant avec un bâton l'un de ces poissons échoués sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entra en contact avec son ventre prenait une couleur rouge tenace et voyante qui pourrait lui tenir lieu d'encre. Il se hâta de tailler une plume de vautour et il put sans attendre tracer ses premiers mots sur une feuille de papier. Il décida alors d'écrire chaque jour dans le livre le plus gros les faits principaux qui lui seraient arrivés. Sur la première page du livre, il dressa la carte géographique de l'île et il inscrivit au-dessous le nom qu'il venait de lui donner, Speranza, ce qui veut dire l'espérance, car il était décidé à ne plus jamais se laisser aller au désespoir. Parmi les animaux de l'île, les plus utiles seraient à coup sûr les chèvres et les chevreaux qui s'y trouvaient en grand nombre pourvu qu'ils parviennent à les domestiquer. Or, si les chevrettes se laissaient assez facilement approcher, elles se défendaient farouchement dès qu'il tentait de les traire. Il construisit donc un enclos en liant horizontalement des perches sur des piquets qu'il habilla ensuite de lianes entrelacées. Il y enferma des chevreaux très jeunes qui y attirèrent leur mère par leurs cris. Robinson libéra ensuite les petits et attendit plusieurs jours. Alors, les pies gonflées de lait commencèrent à faire souffrir les chèvres qui se laissèrent traire avec empressement. L'examen des sacs de riz, de blé, d'orge et de maïs qu'il avait sauvés de l'épave de la Virginie réserva à Robinson une lourde déception. Les souris et les charançons en avaient dévoré une partie dont il ne restait plus que la balle mélangée à des crottes. Une autre partie était gâtée par l'eau de pluie et de mer. Il fallut trier chaque céréale grain par grain, un travail de patience long et fatigant. Mais Robinson put ensemencer quelques acres de prairies qu'il avait auparavant brûlés et ensuite labourés avec une plaque de métal provenant de la Virginie et dans laquelle il avait pu percer un trou assez large pour y introduire un manche. Ainsi, Robinson, en créant un troupeau domestique et un champ cultivé, avait commencé à civiliser son île, mais ce n'était encore qu'une œuvre fragile et limitée, et il avait souvent la révélation que l'île restait une terre sauvage et hostile. C'est ainsi qu'un matin, il surprit un vampire accroupi sur un chevreau qu'il était en train de vider de son sang. Les vampires sont des chauves-souris géantes, pouvant atteindre jusqu'à 75 cm d'envergure, qui s'abattent doucement la nuit sur le dos des bêtes endormies et sucent leur sang. Une autre fois, alors qu'il cueillait des coquillages sur des rochers à moitié recouverts d'eau, Robinson reçut un jet d'eau en pleine figure. Un peu étourdi par le choc, il fit quelques pas, mais fut arrêté par un second jet qui l'atteignit encore au visage. Il finit par découvrir dans un trou de rocher une petite pieuvre grise
qui avait l'étonnante faculté d'envoyer par sa bouche des projections d'eau avec une extraordinaire précision. Un jour qu'il avait cassé sa bêche et laissé échapper sa meilleure chèvre laitière, Robinson céda au découragement. Il reprit le chemin de la souille. Là, il ôta ses vêtements et se laissa glisser dans la boue tiède. Aussitôt, les vapeurs empoisonnées de l'eau croupie où tournoyaient des nuages de moustiques l'enveloppèrent et lui firent perdre la notion du temps. Il oublia l'île avec ses vautours, ses vampires et ses pieuvres. Il se croyait redevenu un tout petit enfant chez son père qui était drapier à York. Il croyait entendre les voix de ses parents et de ses frères et sœurs. Il comprit ainsi que le danger de la paresse, du découragement et du désespoir le menaçait toujours et qu'il devait travailler sans relâche pour y échapper. Le maïs dépérit complètement et les pièces de terre où Robinson l'avait semé furent à nouveau envahies par les chardons et les orties. Mais l'orge et le blé prospéraient et il éprouvait la première joie que lui eût donnée Speranza en caressant de la main les jeunes tiges souples et tendres. Lorsque fut venu le temps de la moisson, il chercha ce qui pourrait lui tenir lieu de faucille ou de faux, et ne trouva finalement qu'un vieux sabre d'abordage qui décorait la cabine du commandant et qu'il avait rapporté avec les autres épaves. Il voulut d'abord procéder méthodiquement, pas à pas, comme il avait vu faire les paysans de la campagne chez lui. Mais à manier cette arme héroïque, il fut pris par une sorte d'ardeur belliqueuse, et il l'avança en la faisant tournoyer au-dessus de sa tête et en poussant des rugissements furieux. Peu d'épis furent gâtés par ce traitement, mais la paille, hachée, dispersée, piétinée, était inutilisable. Ayant égrené ses épis en les battant au fléau dans une voile pliée en deux, il vanna son grain en le faisant couler d'une corbeille dans une autre. En plein air, un jour de vent vif qui faisait voltiger au loin la balle et les menus déchets. À la fin, il constata avec fierté que sa récolte se montait à 30 gallons de blé et à 20 gallons d'orge. Il avait préparé pour moudre son grain un mortier et un pilon, un tronc d'arbre évidé et une forte branche à l'extrémité arrondie, et le four était garni pour la première cuisson. C'est alors qu'il prit soudain la décision de ne pas faire encore de pain et de consacrer toute sa récolte au prochain ensemencement de ses terres. En se privant ainsi de pain, il croyait accomplir un acte méritoire et raisonnable. En réalité, il obéissait à un nouveau penchant, l'avarice, qui allait lui faire beaucoup de mal. C'est peu après cette première récolte que Robinson eut la grande joie de retrouver Taine, le chien de la Virginie. L'animal jaillit d'un buisson en gémissant et en tordant l'échine, faisant ainsi une vraie fête à ce maître d'autrefois. Robinson ne sut jamais comment le chien avait passé tout ce temps dans l'île, ni pourquoi il n'était pas venu plus tôt à lui. La présence de ce compagnon le décida à mettre à exécution un projet qu'il avait depuis longtemps, se construire une vraie maison et ne plus continuer à dormir dans un coin de la grotte ou au pied d'un arbre. Il situa sa maison près du grand cèdre, au centre de l'île. Il creusa d'abord un fossé rectangulaire qu'il meubla d'un lit de galets recouverts eux-mêmes d'une couche de sable blanc. Sur ses fondements, parfaitement secs et perméables, il éleva des murs en mettant l'un sur l'autre des troncs de palmiers. La toiture se composa d'une vannerie de roseaux, sur laquelle il disposa ensuite des feuilles de figuier caoutchouc en écailles, comme des ardoises. Il revêtit la surface extérieure des murs d'un mortier d'argile, un dallage de pierres plates et irrégulières, assemblées comme les pièces d'un puzzle, recouvrit le sol sableux. Des pots de bique et des nattes de jonc, quelques meubles en osier, la vaisselle et les fanaux sauvés de la Virginie, la longue-vue, le sabre et l'un des fusils suspendus au mur créèrent une atmosphère confortable et intime que Robinson n'avait plus connue depuis longtemps. Il prit même l'habitude, ayant déballé les vêtements contenus dans les coffres de la Virginie, et certains étaient fort beaux, de s'habiller chaque soir pour dîner avec habits, haut de chausses, chapeau, bas et souliers. Il remarqua plus tard que le soleil n'était visible de l'intérieur de la villa qu'à certaines heures du jour et qu'il serait plus pratique, pour savoir l'heure, de fabriquer une sorte d'horloge qui fonctionnerait jour et nuit à l'intérieur de la maison.
Après quelques tâtonnements, il confectionna une sorte de clepsydre, c'est-à-dire une horloge à eau, comme on en avait autrefois. C'était simplement une bonbonne de verre transparent dont il avait percé le fond d'un tout petit trou par où l'eau fuyait goutte à goutte dans un bac de cuivre posé sur le sol. La bonbonne mettait 24 heures à se vider dans le bac et Robinson avait strié ses flancs de 24 cercles parallèles marqués chacun d'un chiffre. Ainsi, le niveau du liquide donnait l'heure à tout moment. Il lui fallait aussi un calendrier qui lui donna le jour de la semaine, le mois de l'année et le nombre d'années passées. Il ne savait absolument pas depuis combien de temps il se trouvait dans l'île. 1 an, 2 ans, plus peut-être, il décida de repartir à zéro. Il dressa devant sa maison un mât calendrier. C'était un tronc écorcé sur lequel il faisait chaque jour une petite encoche, chaque mois une encoche plus profonde. Et le 12e mois, il marquerait d'un grand 1 la première année de son calendrier local. La vie suivait son cours, mais Robinson éprouvait de plus en plus le besoin de mieux organiser son emploi du temps. Il avait toujours peur de retomber dans la souille et peut-être de devenir comme une bête. C'est très difficile de rester un homme quand personne n'est là pour vous y aider. Contre cette mauvaise pente, il ne connaissait comme remède que le travail, la discipline et l'exploitation de toutes les ressources de l'île. Lorsque son calendrier eut 1000 jours inscrits, il décida de donner des lois à l'île de Speranza. Il revêtit un costume de cérémonie, il se plaça devant un pupitre qu'il avait imaginé et fabriqué pour pouvoir écrire debout, puis, ouvrant l'un des plus beaux livres lavés qu'il avait trouvé dans la Virginie, il écrit « Charte de l'île de Speranza, commencez le 1000e jour du calendrier local. » Article 1er. Robinson Crusoe, né à York le 19 décembre 1737, est nommé gouverneur de l'île de Speranza, située dans l'océan Pacifique, entre les îles Juan Fernández et la côte orientale du Chili. En cette qualité, il a tout pouvoir pour légiférer sur l'ensemble du territoire insulaire et de ses eaux territoriales. Article 2. Les habitants de l'île sont tenus de penser à haute voix. En effet, parce qu'il n'avait personne à qui parler, Robinson craignait de perdre l'usage de la parole. Déjà, il éprouvait, quand il voulait parler, un embarras de la langue, comme s'il avait bu un peu trop de vin. Désormais, il avait l'obligation de parler sans arrêt aux arbres, aux pierres, aux nuages, mais bien entendu aussi aux chèvres et à Athènes. Article 3. Le vendredi est jeûné. Article 4. Le dimanche est chômé. À 19h le samedi, tout travail doit cesser dans l'île et les habitants doivent revêtir leurs meilleurs vêtements pour le dîner. Le dimanche matin, à 10h, ils se réuniront dans le temple pour la prière. Dans ces lois, Robinson ne pouvait pas s'empêcher de faire comme si l'île avait de nombreux habitants. En effet, il lui paraissait absurde de faire des lois pour un homme seul. Et puis, il se disait que peut-être, un jour, le hasard lui amènerait un ou plusieurs compagnons. Article 5. Article 5. Seul le gouverneur est autorisé à fumer la pipe, mais seulement une fois par semaine, le dimanche après-midi, après le déjeuner. Il avait découvert depuis peu l'usage et l'agrément de la pipe de porcelaine du capitaine Van Dessel. Malheureusement, la provision de tabac du barillet ne durerait qu'un temps, et il s'efforçait de la prolonger autant que possible. Il s'accorda quelques instants de réflexion avant de déterminer les peines qui frapperaient ceux qui n'observeraient pas ces lois. Il fit quelques pas en direction de la porte qu'il ouvrit toute grande. Comme la nature était belle, le feuillage des arbres faisait comme une mer verte que le vent agitait et qui se mêlait au loin avec la ligne bleue de l'océan. Plus loin encore, il n'y avait que le ciel absolument bleu et sans nuages. Mais non, pas absolument bleu. Robinson sursauta en voyant du côté de la grande plage s'élever un nuage de fumée blanche. Pourtant, il était bien sûr de n'avoir laissé aucun feu allumé de ce côté-là. Aurait-il des visiteurs ? Il alla décrocher du mur un fusil, une poire à poudre, une bourse de balles et la longue-vue. Puis il siffla Taine et s'enfonça dans l'épaisseur du taillis en évitant la voie directe qui menait de la grotte au rivage.
3 longues pirogues à flotteurs et balanciers étaient tirées sur le sable sec. Une quarantaine d'hommes faisaient cercle debout autour d'un feu d'où montait un torrent de fumée lourde, épaisse et blanche. Robinson reconnut à la longue vue des Araucans du type Costinos, redoutables Indiens de la côte du Chili. Ce peuple avait tenu en échec les envahisseurs incas, puis il avait infligé de sanglantes défaites aux conquistadors espagnols. Petits, trapus, ils étaient vêtus d'un grossier tablier de cuir. Leurs visages larges, aux yeux extraordinairement écartés, étaient rendus plus bizarres encore par l'habitude qu'ils avaient de s'épiler complètement les sourcils. Ils avaient tous une chevelure noire très longue qu'ils secouaient fièrement à toute occasion. Robinson les connaissait par les fréquents voyages qu'il avait faits à Temuco, leur capitale. Il savait que si un nouveau conflit avec les Espagnols avait éclaté, aucun homme blanc ne trouverait grâce à leurs yeux. Avait-il effectué sur leur pirogue l'énorme traversée des côtes du Chili à Speranza ? Ce n'était pas impossible à en juger par leur réputation de marins émérites. Mais il était plus probable qu'ils avaient colonisé l'une ou l'autre des îles Juan Fernandez. Et Robinson pensa aussitôt qu'il avait eu de la chance de ne pas avoir été jeté entre leurs mains, car il aurait été à coup sûr réduit en esclavage, ou peut-être même massacré. Grâce à des récits qu'il avait entendus en Araucanie, il devinait le sens de la cérémonie qui se déroulait actuellement sur le rivage. Une vieille femme, maigre et échevelée, allait et venait en chancelant au milieu du cercle formé par les hommes. Elle s'approchait du feu, y jetait une poignée de poudre et respirait avidement la lourde fumée blanche qui s'élevait aussitôt. Puis elle se tournait vers les Indiens immobiles et elle paraissait les passer en revue, pas à pas, s'arrêtant devant celui-ci, puis devant celui-là. Ensuite, elle revenait près du foyer et le manège recommençait. Il s'agissait d'une sorcière qu'on avait chargée de trouver parmi les Indiens lequel était responsable d'un malheur quelconque qui avait frappé la tribu, maladie, mort inexplicable ou simplement incendie, orage, mauvaise récolte. Et tout à coup, elle choisit en effet sa victime. Son long bras maigre se tendit vers l'un des hommes, tandis que sa bouche grande ouverte proférait des malédictions que Robinson n'entendait pas. L'Indien désigné par la sorcière se jeta à plat ventre sur le sol, secoué de grands frissons de terreur. L'un des Indiens marcha vers lui. Il leva sa machette, un grand couteau qui leur sert d'arme et d'outil à la fois, et fit d'abord voler le tablier du misérable. Puis il l'abattit sur lui à coups réguliers, détachant sa tête, puis ses bras et ses jambes. Enfin, les 6 morceaux de la victime furent portés dans le feu, dont la fumée aussitôt devint noire. Les Indiens avaient rompu le cercle et se dirigeaient vers les embarcations. 6 d'entre eux en sortirent des outres et se dirigèrent vers la forêt. Robinson s'enfonça rapidement sous les arbres sans perdre de vue les hommes qui envahissaient son domaine. S'il venait à découvrir des traces de sa vie dans l'île, il pourrait se lancer à sa poursuite et leur échapperait difficilement. Mais heureusement, le premier point d'eau se trouvait à la lisière de la forêt et les Indiens n'eurent pas à s'enfoncer bien avant dans l'île. Ils remplirent les outres qu'ils portaient à 2, suspendues à une perche, et ils se dirigèrent vers les pirogues où leurs compagnons avaient pris place. La sorcière était accroupie sur une sorte de siège d'apparat, placé à l'arrière d'un des 2 bateaux. Lorsque les pirogues eurent disparu derrière la falaise, Robinson s'approcha du bûcher. Il y distinguait encore les restes de l'homme si cruellement sacrifié parce qu'il avait été déclaré responsable de quelque calamité. Et ce fut plein de peur, de dégoût et de tristesse que Robinson regagna sa maison de gouverneur où il se remit à la rédaction des lois de Speranza. Article 6. L'île de Speranza est déclarée place fortifiée. Elle est placée sous le commandement du gouverneur qui prend le grade de général. Le couvre-feu est obligatoire 1 heure après le coucher du soleil. Durant les mois qui suivirent, Robinson éleva autour de sa maison et de l'entrée de la grotte une enceinte à créneaux dont l'accès était lui-même défendu par un fossé de 2 mètres de large et de 3 mètres de profondeur.
Les 2 fusils et le pistolet étaient posés, chargés, sur le bord des 3 créneaux du centre. En cas d'attaque, Robinson pourrait faire croire aux assaillants qu'il n'était pas le seul défenseur de la forteresse. Le sabre d'abordage et la hache étaient également à portée de la main, mais il était peu probable qu'un corps à corps se produisît, car il sema de pièges l'approche du fossé. Ce fut d'abord une série d'entonnoirs disposés en quinconce, au fond desquels était planté un pieu aiguisé au feu et que recouvraient des touffes d'herbe posées sur une mince claie de jonc. Ensuite, il enfouit dans le sol, à l'orée de la forêt, là où logiquement d'éventuels assaillants se rassembleraient avant d'attaquer, 2 tonneaux de poudre qu'un cordon d'étoupe permettait de faire exploser à distance. Enfin, il fit en sorte que la passerelle qui permettait de franchir le fossé fût mobile et qu'on pût la manœuvrer de l'intérieur de la forteresse. Chaque soir, avant de sonner le couvre-feu avec sa trompe, il faisait une ronde, accompagné de Taine qui paraissait avoir compris le danger qui menaçait Speranza et ses habitants. Puis, on procédait à la fermeture de la forteresse. Des blocs de pierre étaient roulés à des emplacements calculés afin que d'éventuels assaillants fussent obligés de se diriger vers les entonnoirs. La passerelle pont-levis était retirée, on barricadait toutes les issues et le couvre-feu était sonné. Alors Robinson préparait le dîner, mettait le couvert dans sa belle maison et se retirait dans la grotte. Il en ressortait quelques minutes plus tard, lavé, parfumé, peigné, la barbe taillée, vêtu de son habit de général. Enfin, à la lueur d'un candélabre, hérissé de baguettes enduites de résine, il dînait lentement, sous le regard passionné et attentif de Taine. À cette période d'activité militaire intense succédèrent des pluies abondantes. Il fallut faire de nombreuses réparations dans la maison. Les chemins et les corrals endommagés par le ruissellement des eaux, puis ce fut à nouveau la récolte des céréales. Elle fut si abondante qu'il fallut nettoyer et sécher une autre grotte non loin de la grande grotte qui commençait à déborder de grains. Cette fois, Robinson ne se refusa pas la joie de faire du pain, le premier qu'il mangeait depuis son installation sur l'île. Cette abondance de céréales posa bientôt le problème de la lutte contre les rats. Les rongeurs, en effet, paraissaient se multiplier, d'autant que les provisions qui pouvaient les nourrir augmentaient elles-mêmes, et puisque Robinson avait l'intention d'entasser récolte sur récolte, aussi longtemps qu'il en aurait la force, il fallait sévir contre les rongeurs. Certains champignons rouges à pois jaunes devaient être vénéneux, car plusieurs chevreaux étaient morts après en avoir brouté des fragments mêlés à l'herbe. Robinson en tira un jus brunâtre dans lequel il fit tremper des grains de blé. Puis il répandit ces grains empoisonnés sur les passages habituels des rats. Ils s'en régalèrent et ne furent même pas malades. Il construisit alors des cages dans lesquelles la bête tombait par une trappe. Mais il aurait fallu des milliers de cages de ce genre, et puis il devait ensuite noyer les bêtes prises, et c'était horrible d'enfoncer la cage dans l'eau de la rivière et d'assister à leur agonie. Un jour, Robinson fut témoin d'un duel furieux que se livraient 2 rats. Aveugles et sourds à tout ce qui les entourait, les 2 bêtes nouées roulaient sur le sol avec des piaillements rageurs. Finalement, elles s'égorgèrent l'une l'autre et moururent sans desserrer leur étreinte. En comparant les 2 cadavres, Robinson s'aperçut qu'ils appartenaient à 2 variétés différentes de rats. L'un très noir, rond et pelé, était semblable en tout point à ceux qu'il avait l'habitude de voir sur tous les navires où il avait navigué. L'autre, gris, plus allongé et de poils plus épais, assez semblable aux mulots des champs, se rencontrait dans les prairies de l'île. Robinson comprit bientôt que la première espèce provenait de l'épave de la Virginie et avait proliféré grâce aux réserves de céréales, tandis que l'autre espèce avait toujours vécu sur l'île. Les 2 espèces paraissaient avoir leur territoire et leurs ressources bien séparées. Robinson s'en aperçut en lâchant un soir dans la prairie un rat noir qu'il venait de capturer dans la grotte. Longtemps, les herbes frémissantes indiquèrent seules qu'une chasse sans pitié était en train de se dérouler.
Puis ce fut le sable au pied d'une dune que Robinson vit jaillir à quelque distance. Quand il arriva, il ne restait du rat noir que les touffes de poils et des lambeaux de chair. Alors il répandit 2 sacs de grains dans la prairie, après en avoir semé une mince traînée dans la grotte jusque-là. Ce lourd sacrifice risquait d'être inutile. Il ne le fut pas. Dès la tombée de la nuit, les Noirs vinrent en foule récupérer le grain qu'ils considéraient sans doute comme leur propriété. Les Gris se réunirent pour repousser cette soudaine invasion. La bataille éclata. Sur toute la prairie, une tempête paraissait soulever des petits jets de sable. Les couples de lutteurs roulaient comme des boulets vivants, tandis qu'un énorme piaillement montait du sol. L'issue du combat était prévisible. Un animal qui se bat sur le territoire de son adversaire est presque toujours vaincu. Ce jour-là, tous les rats noirs périrent.